J'ai déjà eu l'occasion de mentionner la notion de awaitable. Donc je vais, dans cette vidéo, expliciter ce qu'est un awaitable. Et je vais me placer dans un contexte qui est légèrement différent. C'est-à-dire jusqu'ici, je vous ai fait un exposé qui était orienté utilisateur de la librairie, comment créer des books, comment créer des coroutines. Maintenant, je vais me mettre dans la position de quelqu'un qui a envie d'écrire une boucle. Pas pour vous apprendre à faire une boucle, mais pour vous expliquer les mécanismes de base qui sont à l'œuvre là derrière. Donc dans toute la vidéo, je vais bien faire attention de ne jamais importer Async.io. Je reste avec des mécanismes qui sont uniquement dans le langage. Et je fais un petit peu comme si j'avais envie d'expérimenter avec ma propre boucle. Donc, pour commencer, le protocole awaitable, c'est un protocole parmi d'autres. On a déjà eu l'occasion de rencontrer le protocole itérable, le protocole context manager et d'autres. Donc, le protocole awaitable, c'est le protocole qui décrit sur quels objets on a le droit de faire await, naturellement. Il repose sur la méthode spéciale await, sans surprise. Et on en a déjà vu un exemple, c'est l'objet coroutine. Je vais vous montrer tout de suite comment on peut se créer son propre awaitable. Donc, ce que spécifie le protocole, c'est que la méthode spéciale await doit renvoyer un itérateur. Donc, un itérateur, c'est, pensez dans votre tête, un générateur. Donc, ça va être une fonction qui va renvoyer des yields, principalement. Et on va voir que c'est ce yield qui va servir de point clé dans le séquencement de nos coroutines entre elles. Donc, je me définis une classe awaitable, je fournis la méthode spéciale await, qui ressemble à un générateur et qui va faire une fois yield. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce awaitable va faire en gros son travail en deux fois. Hein. Donc, je définis la classe awaitable, je me définis une coroutine qui await le awaitable, naturellement. Je calcule l'objet coroutine que me retourne la coroutine. Et maintenant, encore une fois, je me mets dans la position de la boucle. Je vais envoyer à cet objet coroutine la méthode send. Enfin, je vais lui envoyer une méthode send. Et par cette méthode send, je vais lui envoyer l'objet none. Alors, pourquoi none? On va en reparler. Donc, ce qui se passe, c'est que je reçois en retour ce qu'a yieldé le générateur. Donc ça, c'est la mécanique de base, la plus simple, sur un awaitable qui ne fait presque rien. Alors maintenant, je vais prendre un awaitable un tout petit peu plus compliqué, qui au lieu de faire son travail avec un yield, va faire son travail avec deux yields. Donc j'évalue la classe, je refais le même boilerplate qui consiste à calculer un objet coroutine pour pouvoir lui envoyer une méthode send. Donc si je lui envoie la méthode send une fois, je récupère yield 1. Si j'envoie la méthode send deux fois, je récupère yield 2. Et si j'essaye de lui envoyer une troisième fois, ce qui va se passer, je vais récupérer l'exception stop itération, donc exactement comme si j'étais en train de faire une boucle for. Et la valeur qui est associée à l'exception stop itération, c'est la valeur de retour de awaitable. Donc awaitable qui fait son travail essentiellement en trois fois, on veut. Je vais pouvoir séquencer ces trois différentes séquences en lui envoyant trois fois send. Donc maintenant, vous avez compris, si j'ai une boucle qui va faire avancer deux tâches en parallèle, je vais créer deux objets coroutines comme tout à l'heure, je vais pouvoir choisir, alors là je choisis arbitrairement, de faire avancer une fois l'une, une fois l'autre. Donc si j'envoie la méthode send d'abord à coro 1, à coro 2, j'ai les premières étapes de chacune qui est faite. Pareil si je fais ça. Et de la même façon que tout à l'heure, si je leur envoie une troisième fois la méthode send, je vais récupérer tout simplement la valeur de retour. Donc maintenant, vous voyez que j'ai, en tant que boucle, la possibilité de choisir quelle est la coroutine que je veux faire avancer et de séquencer absolument tout ce que je veux dans l'ordre que je veux. Vous avez la mécanique de base, presque, pour écrire une boucle. Je vais maintenant vous montrer un exemple un tout petit peu plus compliqué, où on va voir les mécaniques qui sont à l'œuvre lorsque les coroutines s'appellent les unes les autres, qui était quelque chose qu'on n'a encore pas bien vu avec les exemples que je vous ai montrés. Donc je commence par me définir une classe W1 qui est un waitable, qui me renvoie 1. Donc, lorsque je vais faire await d'un objet de ce type, je vais recevoir 1. Et je vais l'utiliser de cette façon suivante. J'écris
un scénario qui principalement appelle une fonction, une coroutine W4. Donc W4 appelle W3, lui ajoute 1, qui appelle W2, qui ajoute 1. Et W2 va essentiellement me faire un wait sur 2 instances successives de W1. Donc la raison d'être des marqueurs, c'est uniquement qu'on comprenne bien ce qui se passe. Alors, avec ceci en place, je vais pouvoir envoyer ma message une fois à la coroutine. Je vais pouvoir l'envoyer une deuxième fois, et c'est la troisième fois que je vais récupérer mon résultat. Donc mon point, c'est de vous montrer que le vrai moment où l'exécution s'arrête, ça n'est pas le moment où je fais un await à proprement parler, c'est le moment où je fais un yield. Donc ceci, c'est pour préciser ce que j'avais pu dire en première approximation dans les vidéos d'introduction. Je vais vous montrer ce que ça donne sur une animation. Donc dans ce scénario, comment ça se passe? Je commence avec une boucle vide, donc je commence avec une pile vide, je veux dire, pardon. Donc au moment où j'envoie le premier send, je vais démarrer à proprement parler l'exécution, je vais invoquer W4, je vais mettre dans ma pile W3, puisque W4 appelle W3, qui va empiler W2, qui va empiler W1, et là, à ce stade-là, j'arrive au yield. Donc c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, qu'on redonne le contrôle à la pile. Le résultat du yield est passé à la boucle, qui peut faire absolument ce qu'elle veut, puis un moment plus tard, elle va nous envoyer le deuxième send, donc on va continuer l'exécution, on va finir l'exécution de W1, on va retourner à W2, puis à ce moment-là, W2 crée une deuxième instance de W1, donc on empile W1, on arrive au yield, et au moment où on arrive au yield, de nouveau, on rend la main à la boucle, et c'est seulement quand on fait le troisième send qu'on va s'amuser à tout dépiler entièrement la pile, et ce résultat 4 sera transmis à la boucle sous la forme de stop itération 4. Donc jusqu'à maintenant, nous avons vu des scénarios dans lesquels on arrivait à faire passer de l'information de la coroutine à la boucle, puisque lorsque la coroutine fait yield x, ce x est propagé à la boucle comme résultat du send. Maintenant, en fait, cette communication, elle fonctionne dans les deux sens. Donc on va voir ça ensemble. Je me définis un awaitable qui est presque exactement le même que celui qu'on avait vu tout à l'heure, sauf que je récupère le résultat de l'instruction yield, je l'imprime. Donc comme vous vous en doutez sans doute, ce que je vais arriver à récupérer comme ça, c'est ce qui est envoyé par send. Donc on voit ça maintenant ensemble. La première fois, je ne peux pas faire autrement que d'envoyer none. Alors pourquoi je ne peux pas faire autrement que d'envoyer none? C'est qu'en fait, je m'adresse à un yield. Lorsque je fais send quelque chose, ça va être le résultat d'un yield. Sauf que là, cette coroutine n'a pas encore démarré, je n'ai pas encore de pile, il n'y a pas de yield, donc je ne peux pas faire autre chose que send none. La deuxième fois, par contre, j'envoie message qui va se faire récupérer comme résultat de yield, et donc nous avons ici la coroutine qui affiche message. Et si je regarde maintenant d'un point de vue plus abstrait, en faisant une représentation de ma pile, je vois que j'ai établi une communication dans les deux sens, entre la boucle et la coroutine, et que quand, en gros, on peut faire une image très abstraite, si je fais y égale send de x, ça veut dire le x va être envoyé, sera le résultat du y, et en fait, au coup suivant, le y sera le résultat du send. Donc en conclusion de cette vidéo, nous avons vu ce qu'était le protocole awaitable, et nous nous en sommes servis pour illustrer la communication qui marche dans les deux sens entre la boucle d'un côté, la coroutine de l'autre, que ce qui d'un côté correspond send va correspondre de l'autre au yield, et qu'on a réussi à faire tout ça sans utiliser à aucun moment la librairie async.io. On n'a utilisé que des mécanismes propres du langage, et c'est ça qui sert à développer des boucles comme la librairie async.io.